Quand on commence son premier webtoon, sa première BD, son premier roman, on a le cerveau en effusion. Les idées s'accumulent, les scènes épiques et les larmes se dessinent toutes seules dans notre tête, et puis vient le moment de faire face à sa planche. Et là, c'est le drame. Comment poser sur papier les idées exceptionnelles qui feront de notre histoire la meilleure possible? Car entre ce qu'on visualise dans notre boîte crânienne et ce que le lecteur comprendra à la lecture, il y a un pont qui s'appelle la narration. Je suis Kiri, l'autrice de Mon vœu le plus sincère, et je vais essayer de vous expliquer comment gérer une narration claire et captivante épisode après épisode. La narration passe par deux choses, le fond et la forme. Ça ne sert à rien d'avoir un script d'épisode parfait si à la lecture on comprend rien. Votre cliffhanger tombera à l'eau si les bulles sont illisibles ou si l'espacement tue le suspense entre les cases. Alors avant de s'attaquer au fond de la narration, on va s'attaquer à la forme. Lorsque le webtoon a commencé à se faire une place dans le monde des artistes français, on entendait beaucoup que le format limitait la mise en page, qu'on avait perdu toute la poésie de la composition d'une page de BD, de manga ou de comics. La réalité, c'est qu'une fois qu'on a pris le format vertical en main, on peut s'amuser énormément et proposer des compositions inédites. Ce qu'apporte aussi le webtoon et sa lecture en bande, c'est le rythme de lecture. En tant qu'auteurice, vous êtes responsable de la vitesse de lecture de votre lectorat. Espacez vos cases et une scène sera longue à lire, resserrez-les, le rythme s'accélère. Veiller à l'espacement des cases, c'est veiller à ce que la chute d'une blague tombe au bon moment. C'est aussi faire bouillir le lecteur entre un « je crois que » et un « je t'aime ». Trop d'espace, ça casse le rythme, pas assez, ça surcharge la lecture. Alors comment faire pour trouver le juste milieu? D'une part, la vie générale, c'est d'avoir une case, 2 grands maximum, qui apparaît sur l'écran du téléphone lorsque vous scrollez. Il y a bien sûr des exceptions pour certaines scènes, certaines blagues, certains dialogues, mais pour les scènes classiques, on s'en tient généralement à ça. Le logiciel Clip Studio permet d'afficher la zone d'affichage webtoon qui correspond à la taille moyenne d'un écran de téléphone. Donc, lorsque vous placez vos cases lors du storyboard, vous pouvez prendre le soin de les espacer correctement. Un second outil pratique de Clip Studio est le mode compagnon. Sur votre téléphone, vous pouvez télécharger le logiciel gratuitement et utiliser le mode compagnon pour lire votre épisode comme un webtoon. Profitez du storyboard pour être intransigeant sur votre rythme, parce que c'est l'étape de création du webtoon où c'est le plus simple de bouger vos cases. Pensez aussi à diversifier leur taille et leur forme. Lors d'échanges dynamiques, vous pouvez vous permettre de leur donner des formes plus penchées. N'ayez pas peur de prendre de la place. Une case gagnera en impact si elle prend tout l'écran du téléphone. Pour une présentation de personnage, une nouvelle tenue ou une scène de bisous par exemple. Ou le cliffhanger de votre épisode. Je le dis comme ça parce que c'est le prochain thème qu'on aborde. A l'inverse, une case plus petite pour appuyer le comique d'une scène peut être plus efficace. À vous de vous amuser à tester différentes mises en page pour voir ce qui sera le plus adapté pour obtenir l'effet escompté. Et surtout, pas d'inquiétude, si ça vous prend encore 1000 ans de choisir comment vous allez placer telle ou telle case, vous finirez par vous y faire, vous avez encore plein d'épisodes pour prendre le pas. Il est inutile, je pense, de préciser pourquoi il est important de pouvoir lire un épisode. Pour trouver la taille de police qui vous convient, je vous conseille à nouveau d'essayer le mode compagnon de Clip Studio. Dans le cas où vous travaillez avec un autre logiciel, exportez une de vos planches et envoyez-vous-la sur votre téléphone afin de faire un test. Un autre point important est l'espacement entre les lignes. Si elles sont trop tassées, les dialogues seront plus durs à lire et fatigueront plus vite le regard. Parfois, il vaut mieux faire de bulles plutôt qu'une grosse. Pensez à aérer vos dialogues. En termes de placement, profitez de l'espacement entre vos cases pour placer les dialogues en dehors. Comme toujours, c'est pas une règle universelle. Si vous jugez qu'une bulle gagne à rester à l'intérieur d'une case, écoutez-vous. Concernant la police, il en existe des milliers sur internet, mais vous ne pouvez pas prendre n'importe quoi. Assurez-vous d'en utiliser une libre de droit. Il faut aussi qu'elle soit claire, alors les polices trop fantaisistes, on oublie. J'ai longtemps travaillé avec du Comica ou du Anime Ace, celle inclue dans Clip Studio est aussi très bien. L'important c'est qu'il y ait des symboles propres au français, les accents, les hauts dans le, les cédilles, et ensuite, vous pourrez travailler avec des polices différentes pour les onomatopées afin de les rendre plus impactantes. Enfin, certaines bulles de dialogue gagnent à sortir de la neutralité. Une révélation, une déclaration ou une parole pleine de colère pourrait être teintée de rose, de rouge ou de noir. Ce sont toutes ces choses qui peuvent nuancer un dialogue et permettre à des phrases importantes d'être mises en avant. Car c'est là tout l'enjeu d'un bon dialogue, on doit pouvoir faire ressortir facilement les informations à retenir. Et c'est d'ailleurs la suite du sujet qu'on doit aborder, le fond. Normalement, avant de vous lancer dans la production de votre webtoon, vous avez pris le temps de préparer un scénario
clair et précis. Si vous n'êtes pas friand du script par épisode parce que vous voulez vous laisser une marge de liberté à la création lorsque vous serez au storyboard, prenez au moins le temps de lister ce que vous voulez faire apparaître dans votre arc et dans votre saison. Le but ici, c'est de ne pas tomber dans le piège d'oublier des informations pourtant importantes à la compréhension de votre univers. Parce que vous le connaissez, mais le lecteur non. Et à l'inverse, faudrait éviter de le noyer sous un flot d'informations tout d'un coup parce que vous vous êtes rendu compte que pour comprendre l'épisode 45, il faut que vous disiez à l'épisode 44 que, en fait, le fils du roi de machin. Diluez les informations. Et lorsque vous diluez les informations au goutte à goutte, il ne faut pas avoir peur de les rappeler régulièrement, vraiment très régulièrement, parce que le format webtoon, c'est un format en feuilleton. En une semaine, on a le temps d'oublier. Et c'est pas la faute du lecteur, hein. Parfois si, mais c'est pas la faute du lecteur. Pour lui rappeler des informations qui, pour vous, sont des informations cruciales et inoubliables, une simple tournure de phrase peut régler le problème. Il faudrait voir avec la reine si c'est possible. Tu n'as qu'à lui demander, Santana est ta mère après tout. Et pouf, rappel rapide du lien entre deux personnages, le prénom d'un personnage secondaire. Bien sûr, parfois ça peut alourdir le récit. Oui, bien sûr, toi qui es le fils de l'empereur qui a régné sous l'égide du comte Saint-Bernard lors de la Grande Guerre des... Il faut faire attention. Bref, vous avez plein d'excellentes idées pour votre webtoon, pour votre univers, vous avez un système de magie complet. Le lecteur n'a pas besoin de le savoir à l'épisode 1. Pour prendre l'exemple de mon vœu le plus sincère, Prince, qui est un génie et le fils de la reine des génies, aurait pu se présenter à l'héroïne en disant « Bonjour, je suis Prince, le fils de la reine des génies et tu as le droit à un vœu, mais il existe différents types de vœux et différentes interdictions, et d'ailleurs, je ne peux pas tomber amoureux, ni manger, ni dormir, haha !» Au lieu de ça, il se présente simplement à l'épisode 1, puis à l'épisode 2, on découvre que les génies ne mangent pas. Quelques épisodes plus tard, on découvre que c'est le fils de la reine. Et à mi-saison, on découvre qu'il existe différents types de vœux, dont les vœux sincères. Et encore après, on découvre que les génies ne peuvent pas tomber amoureux. Cette dilution d'informations, elle a permis plusieurs choses. La première, on en a déjà parlé, ne pas surcharger le lecteur. La seconde, faire des cliffhangers. C'est toujours le prochain sujet. Car ces informations-là, elles ont aucun intérêt au premier épisode. Pouvoir dire que les génies ne peuvent pas tomber amoureux à l'épisode 1, super, on le sait. Mais ça n'a pas d'impact. Par contre, placer cette information à l'épisode où Prince est en train de se demander « Est-ce que je serais pas en train de tomber amoureux ?» Ben là, le lecteur, il se dit « Ok, il y a un truc. » Réfléchissez au moment où vous donnerez votre information au lectorat et choisissez toujours celui qui a le plus d'impact. On reste dans la même thématique de partage d'informations avec le cliffhanger. Simple exercice, prenez un épisode de webtoon, lisez les commentaires. 90% d'entre eux, pas tous, mais 90% d'entre eux vont parler de la fin de l'épisode. Que ce soit du « oh non, va falloir attendre » à du « quoi, comment, oh là là » et plein de théories après derrière. Il faut que les points pivots de votre scénario arrivent en fin d'épisode. C'est capital. Une fois de plus, il faut trouver le juste milieu parce que faire un épisode où il ne se passe que quelque chose à la fin, c'est faire un épisode vide et du coup habituer le lecteur à ce qu'il le survole, le milieu. C'est le propre du format webtoon, c'est un code qu'il faut prendre en main. Comme dans le roman où on a le fameux page turner, là c'est pareil. Votre objectif, c'est que le lectorat veuille lire la suite le plus vite possible pour qu'il soit là la semaine suivante. Un peu comme un rendez-vous hebdomadaire où le cliffhanger, c'est l'invitation. Alors un cliffhanger c'est quoi ? Déjà, littéralement parlant, c'est du suspense, c'est le fait d'être suspendu à une falaise. Bien mis en place, ça peut être n'importe quoi. Une révélation, un nouveau personnage, quelqu'un qui nous a manqué, ou un échec. Quoi qu'il en soit, ce qu'il doit arriver, c'est que le lecteur, il ait une émotion à la fin de ce chapitre. Que ce soit simplement un « mais qu'est-ce que ce personnage fait là ?» ou un « quoi ?» Il faut qu'il se pose des questions et qu'il ait hâte à la suite. Que ce soit quelque chose, soit qu'il attend depuis 30 épisodes, soit quelque chose qu'il n'avait pas du tout vu venir, mais justement qui chamboule tout, c'est important. Il faut qu'il y ait quelque chose. Bien sûr, tous les cliffhangers ne peuvent pas être de même intensité, déjà parce que c'est juste pas possible, et d'autre part parce qu'à la longue, ça fatigue le lecteur. Le cliffhanger, comme je le disais, c'est le fait d'être suspendu à une falaise, et pour être suspendu à une falaise, bah la falaise, il faut la construire. Et ça prend du temps. Et ça s'appelle la tension narrative. Prenons un exemple très simple. On va comparer deux situations qui sont les mêmes. Un personnage va faire des courses, il arrive au supermarché, il veut acheter des pommes pour faire une tarte aux pommes, il n'y a plus de pommes, fin d'épisode. Situation 2, ou B, je sais plus ce que j'ai dit. Situation B, votre personnage va au supermarché.
Dans l'épisode d'avant, on a découvert qu'il avait plein de soucis d'argent et qu'un gros contrat dans un restaurant pourrait le sortir de la précarité. Il est soudain appelé par un chef pâtissier qui lui dit qu'il peut l'embaucher s'il arrive lundi prochain avec une tarte aux pommes. On est dimanche. Il va au magasin, l'un des 2 seuls ouverts dans la ville, et il n'y a plus de pommes. Il doit aller à l'autre magasin. Il a plus d'essence. Ça ferme dans 20 minutes. Sa femme l'a quitté. Ses enfants sont morts. Comment va-t-il faire pour s'en sortir ? Le problème est le même dans les 2 situations, il n'y a plus de pommes. Sauf que dans une des 2 situations, on a construit tout un contexte qui rend cette situation tendue. C'est ça la tension narrative. Alors bien sûr, là j'ai pris 2 exemples qui sont à l'extrême de la tension narrative, mais ça vous donne une idée de ce que c'est censé être et de comment mettre des petits éléments dans les épisodes d'avant pour installer plus de tension. La mécanique dont on vient de parler est exactement la même pour vos scènes dramatiques. Souvent celles, en tant qu'auteur, qu'on aime le plus, parce que c'est celles qui font pleurer dans les chaumières, celles pour lesquelles on reçoit en message privé des insultes du lectorat, mais dont on se délecte. Le truc c'est que pour le drame, c'est comme avec les cliffhangers, il faut l'installer. Ça demande un certain setup. Vous voulez faire une histoire avec un pays qui se fait attaquer ? Très très bonne idée, mais est-ce que ça va avoir un impact sur le lecteur s'il connaît pas le pays, s'il est pas attaché à ses habitants ? Si le pays est pas terrible en termes de morale, en termes de police, est-ce que vous avez rendu ce pays attachant ? Est-ce que le lecteur, lorsqu'il va voir la prise du pays arriver, va être tendu, triste pour ses habitants, regretter la paix qu'il y avait là-bas fut un temps ? Est-ce qu'il a connu la paix qu'il y avait là-bas fut un temps ? Un personnage est triste ? Ok. Est-ce qu'on l'a vu heureux avant ? Il faut que la paix, que le bonheur manque au lecteur pour avoir un réel impact. C'est ce contraste qui va avoir énormément d'importance. Ne visualisez pas le niveau de drama ou de tension de votre histoire comme quelque chose de linéaire. Ce sont des pics avec des montées plus ou moins lentes, et c'est ça qui fera en sorte que le lecteur espérera retrouver les moments de bonheur pendant les scènes de drame, et sera d'autant plus heureux avec des personnages lorsqu'ils s'en seront sortis sains et saufs. Ça fait beaucoup d'infos, dont sans doute beaucoup dont vous vous doutiez ou que vous connaissiez. Dans le cas contraire, ne stressez pas. Malgré le nombre de fois où j'ai dit « faites ceci, faites cela, il faut que, faites ça », prenez le temps d'être indulgent avec vous-même. Parce que avoir des règles, c'est bien, mais perdre le plaisir de créer à cause d'elles, c'est moins bien. Lorsque vous vous dites, à la création, l'épisode pourrait peut-être être mieux si je faisais ça autrement, j'hésite entre ça et ça, cette exposition, et peut-être que si le lecteur, lui, il s'en rend pas compte, il le lit l'épisode, il va pas se dire l'auteur aurait dû choisir l'autre truc avec lequel il hésitait, il s'en rend pas compte. Il y a toujours des gens qui ont quelque chose à redire, certes, toujours, mais le lecteur n'a pas accès à toutes les ficelles avec lesquelles vous jouez pour nouer votre épisode. Donc plutôt que vous demander comment je vais faire ça, parfois, juste, faites-le. Et si c'est pas terrible, bah c'est pas grave, parce qu'après cet épisode, vous en avez encore 30 ou 40, qui sont d'autant plus d'occasions pour vous de vous améliorer. Vous avez le droit à l'erreur, vous ferez des erreurs, et il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à redire. Alors faites-vous confiance, trompez-vous, et apprenez.